On revient sur la problématique de fond. C'est comment mobiliser l'épargnant en direct dans un investissement productif. Bon. Et donc c'est ça la problématique qui fait la tension entre les autorités prudentielles et les autorités réglementaires et les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets. Donc c'est un outil fort utile. Il faut aller vers la désintermédiation d'une certaine façon, on va voir, comme on l'a fait sur la microfinance professionnelle. Parce que c'est toujours un peu le risque, c'est de dire « Oh là là, touche pas à mon petit précaré, mais par ailleurs, je ne laboure pas mon petit précaré. » Donc là-dessus, on sait qu'aujourd'hui, c'est même très compliqué pour les deux parties. Dans la partie création, innovation, je parle vraiment des start-up, etc., pour le banquier, d'aller sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il faut regarder ça d'un œil favorable. En même temps, on ne peut pas laisser faire, je parle du point de vue des autorités prudentielles, n'importe quoi. Ça peut camoufler la pire des escroqueries ou des grugeries, cette affaire. Donc, le sujet de fond que nous aurons à faire avancer, c'est d'abord le sujet de la transparence. Je pense que du côté des structures qui demandent à collecter de l'argent à travers les mécanismes de finance participative, il faudra s'engager dans des obligations de transparence. Alors, est-ce qu'il faut pour autant partir dans des logiques de comptes certifiés, etc. Il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a à dire aux gens, parce que sinon, on ne va pas bien avancer. Deuxième point, pour le moment, ce qui a été annoncé par la ministre, bon, allez, on va le dire, c'est une ouverture de jeu. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, parce que, je vais être très simple, j'ai entendu beaucoup des gens qui sont du côté des secteurs, des plateformes, etc., à 250 € par personne. Là, je sais bien que les petits ruisseaux, ça finit par faire des grandes rivières. Ça va être très compliqué, hein, pour être très honnête. Donc, je considère que pour le moment, on a juste joué une carte sur la table. Il faut continuer. L'innovation, ça a ceci de très particulier, c'est que justement, c'est disruptif, c'est nouveau, ça ne ressemble à rien de ce qui s'est fait jusqu'ici. Et donc, on se retrouve un peu prisonnier aujourd'hui, et où on se tourne, on fait le même constat, d'un système de financement de l'économie qui sait très bien financer la répétition de l'existant, la prolongation des routines, la reproduction de ce qui existe déjà, mais qui ne sait pas très bien financer la disruption, les nouveaux modèles d'affaires, les nouvelles offres de services, et parfois même, on le voit aujourd'hui dans la guerre d'influence entre les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur, parfois même qui érigent des barrières réglementaires difficiles à surmonter et qui sont opposées du coup aux innovateurs. Alors pourquoi notre économie n'arrive pas à financer l'innovation? C'est parce que le financement de notre économie repose majoritairement sur les banques. Les banques, quand un emprunteur se présente devant elles, cherche à évaluer son historique, la confiance qu'elles peuvent lui accorder en tant qu'emprunteur. Pourra-t-il rembourser? Donc on regarde son business plan, on vérifie que son analyse de marché est rigoureuse, que ses hypothèses sont pertinentes et plausibles. Et évidemment, si c'est nouveau, on a beaucoup de mal à pratiquer ce genre d'analyse. Il y a un autre guichet de financement de l'innovation, c'est la puissance publique, les pouvoirs publics qui mobilisent énormément d'argent pour soutenir l'innovation, mais jusqu'ici globalement en pure perte, puisque la sélection des projets les plus prometteurs d'abord est victime d'un tropisme technologique. On confond encore trop souvent l'innovation avec la technologie dans ce pays, et puis en plus il y a tout un tas de phénomènes de bureaucratie des dossiers. En fait, on récompense plutôt les gens qui savent bien remplir des dossiers que ceux qui savent réellement innover, et puis aussi on sélectionne tout ça par des jurys avec des phénomènes un peu moutonnier dans la collégialité des jurys qui fait qu'en général, on se replie vers les projets les moins risqués et en réalité les moins innovants. Donc, où qu'on se tourne dans cette économie, c'est assez difficile de voir qui, à part le capital risque et les business angels, mais qui sont rares et peu fortunés et pas forcément très incités fiscalement comparativement aux autres placements qu'ils peuvent faire sur le marché, qui finance l'innovation dans tout ça? Et le crowdfunding, pour moi, c'est cette promesse-là. Mais peut-être je vais vous raconter, je vais être très bref, l'histoire d'Antabio, parce que je pense qu'elle situe bien le problème et je pense qu'elle illustre bien l'intérêt et l'impact que peut avoir le crowdfunding. Donc, Antabio, c'est une société dans le domaine biopharmaceutique, et en fait, dans notre domaine, les cycles de développement sont très longs. Il faut plusieurs années pour amener un médicament sur le marché. Et il faut lever des dizaines de millions d'euros pour y parvenir, voire des centaines de millions. Donc, pas de chiffre d'affaires, parce qu'on n'est pas une société de service, on ne fait que brûler du cash pendant des années. Alors, une fois que vous avez dit ça, les banquiers quittent la salle, évidemment. Et là, je fais un pas en arrière. 2009, création d'Antabio.
j'ai besoin de 8 millions d'euros pour financer mes 3 prochaines années. Comme je vous ai dit, les banquiers ne savent pas faire. Les capitaux risqueurs vous disent on aime beaucoup ce que vous faites, mais on a nos propres cycles, on ne peut pas rentrer. On attend la preuve de concept. Et là, vous êtes dans la vallée de la mort. Et la vallée de la mort, on la traverse comment? Eh bien, il y a Oseo, il y a l'incubateur, il y a des bouts de ficelle, etc. Mais on est limité par les fonds propres. Et donc, c'est là où est arrivé pour nous le crowdfunding. Et le crowdfunding nous a permis, en fait, au lieu de chercher 8 millions d'euros d'un coup, on s'est dit, bon, mais on est obligé de morceler ça en plusieurs étapes de création de valeur et aller petit à petit dans ces solutions. Et avec WeSeed, donc la plateforme WeSeed et Thierry Merkel, on a mis en place cette opération de crowdfunding. On a pu lever 300 000 euros, qui étaient les 300 000 euros dont on avait besoin pour apporter une preuve de concept, enfin une preuve sur notre technologie, de valider une étape technologique, qui allait maintenant du coup susciter l'intérêt d'un business angel qui avait besoin de ça pour rentrer au capital. Et c'est ce qu'on a fait. Le business angel est rentré au capital. Pour conforter sa position dans le capital d'Antabio, il a racheté le holding de crowdfunding et ses internautes qui avaient donc investi, plus portés par l'envie d'une aventure entrepreneuriale. Ils ont fait une sortie positive? Oui. C'est la première dans l'histoire du crowdfunding français au moins, et peut-être international. Alors, à ma connaissance, c'est une première mondiale dans le domaine de la biopharma. Alors après, il y a eu des success stories dans le domaine du financement d'artistes de variété, etc. Mais c'est effectivement une première mondiale qui nous a donné pas mal de couverture médiatique. Mais ce qui est important, c'est l'effet levier, c'est-à-dire l'effet déclencheur d'un cercle vertueux. C'est-à-dire que grâce à ces fonds propres, et bien, du coup, on a pu avoir des aides d'Oseo plus conséquentes. On a convaincu le business angel qui a remis 1,5 million derrière. Et grâce à ce 1,5 million, on a encore franchi une étape qui a fait qu'une fondation caritative britannique, le Wellcome Trust pour ne pas la nommer, nous a financé à hauteur de 5 millions. Du coup, les 8 millions dont j'avais besoin, je les ai eus. Au lieu de les avoir en 3 ans, j'ai mis 4 ans. Mais c'est un succès, c'est très bien. Le problème, c'est que quand moi je vais aux États-Unis, là je reviens de Boston, dans un congrès où on nous a invités en tant que success story dans le domaine du développement des antibiotiques, il y avait 8 boîtes qui étaient au stade de maturation comparable à la mienne. Dans les 8, il y avait 2 françaises d'ailleurs, je dois le dire. Je ne sais pas si c'est représentatif, mais ça veut dire qu'on est là. Et la moindre de ces boîtes, enfin la moindre levée de ces boîtes, c'était 25 millions. Ce n'était pas 8. Donc il y a, et là je rejoins ce que disait Alexia tout à l'heure, c'est un problème de volume financier. C'est-à-dire que si on veut sortir de ce rachitisme dans lequel on est, il faut qu'on ait une musculature financière plus développée. Le crowdfunding, finalement, c'est lié à quoi? C'est lié à une volonté, un besoin des investisseurs particuliers, partout dans le monde, de se réapproprier leur choix. C'est de finalement devenir, pour la partie actionnaire au sens acteur du terme. Parce que dans le mot finance participatif, il y a le mot finance, qui est certes important, mais il y a le mot participatif. C'est-à-dire qu'en fait, ces investisseurs-là, ils participent plus ou moins, mais ils veulent participer. Et clairement, quand on leur demande pourquoi ils investissent sur des plateformes telles que les nôtres, et en particulier WeSeed, la première chose, c'est le choix. Je peux choisir. Et je connais le risque, puisqu'il est présenté en large et en travers sur toutes les plateformes. Je connais le risque. Si je veux le diminuer, je saupoudre mon investissement. Ou j'investis dans une dizaine de boîtes, au lieu de mettre 10 000 euros dans une, je mets 1 000 euros dans 10. Voilà. Donc c'est le choix. La deuxième chose qui les intéresse, c'est participer à une aventure entrepreneuriale, de façon presque par procuration. Et la troisième chose, évidemment, c'est une attente de rentabilité. Voilà. Et une rentabilité, encore une fois, comme tu l'as dit, raisonnable. Clairement, aujourd'hui, le texte qui a été proposé est une réelle avancée. C'est-à-dire que il y avait jusqu'à maintenant des plateformes qui étaient prises dans une réglementation financière qui était particulièrement inadaptée. Et donc, de ce point de vue-là, et c'est la volonté politique du gouvernement, la création d'un statut de conseiller en investissement participatif nous donne un cadre dans lequel on va pouvoir travailler. Alors maintenant, comme Thierry l'a souligné, et comme on s'est tous plus ou moins exprimé ces derniers jours, il y a encore un certain nombre d'avancées dans ce texte qui vont devoir être discutées. Alors je ne sais pas si on rentre maintenant dans les détails. De manière simple et rapide, l'idée c'est quelles sont les pilules de vitamine D dont le crowdfunding a besoin pour croître. Alors de manière simple, il y a ou l'huile de foie de morue.
Il y a quelques sujets, dont un principal qui est les statuts qui sont éligibles à la présence sur les plateformes. Et en réalité, là, on tombe dans les problématiques de l'offre au public de titres financiers, donc dans un texte, une partie des textes réglementaires qui est un peu complexe. Aujourd'hui, les SAS ne peuvent pas faire offre au public de leurs titres, et on tombe dans une problématique toute simple, c'est qu'on a du mal à présenter des SAS sur des plateformes. Or, quand on regarde les sociétés qui aujourd'hui ont besoin de financement et besoin de faire appel au crowdfunding, c'est-à-dire les sociétés qui sont en plein dans l'equity gap, on est évidemment à quasiment 100% sur des SAS. Donc là, il y a un vrai sujet à se dire comment peut-on favoriser la présence des SAS sur les plateformes de crowdfunding. Et l'une des réponses, elle est technique, mais consiste à dire qu'on peut protéger les épargnants tout en permettant aux SAS d'aller s'adresser aux investisseurs privés. Parce qu'en gros, le problème de la SAS, c'est que tu changes les statuts demain et les minoritaires disparaissent. Tout à fait. Et ce qui est un vrai risque, hein, c'est-à-dire que la souplesse aujourd'hui qui est laissée dans la rédaction des statuts des SAS est un vrai danger pour des investisseurs privés. Néanmoins, à partir du moment où on dit une SAS qui respecte un certain nombre de contraintes, et ce sont des contraintes d'information, ce sont des contraintes de gouvernance, ce sont des contraintes qu'il faut qu'on discute dans une discussion de place qui doit être très large. À partir du moment où une SAS respecte ces contraintes-là, quel est le problème à la présenter à des investisseurs ? Le cadre dans lequel il est proposé de mettre en place le crowdfunding doit obéir à deux exigences qui sont non pas complémentaires, mais peut-être contradictoires, en tous les cas absolument nécessaires l'une et l'autre. La première, c'est protéger l'épargnant, bien évidemment, puisque là, on n'est plus du tout dans un cadre où on fait appel à 2 ou 3 personnes qui se connaissent dans le cadre d'un réseau de business angel, mais on fait appel à la foule. Donc il y a une nécessaire et indispensable protection de l'épargnant. Et de l'autre, il y a la nécessité aussi d'offrir un cadre qui permette, par ce financement par la foule, de faire atterrir ces financements au bon endroit par des SAS ou autres. Donc la SAS n'est pas, comment dire, le point sur lequel se concentrent toutes les discussions ou autres, mais est une illustration dans le projet des difficultés entre protéger l'épargnant et faciliter le financement dans un cadre français où la SAS est quand même un dispositif un peu particulier qui ne rentre pas dans le cadre européen, et pour autant le cadre européen laisse cette souplesse. Donc ceci n'est pas forcément une grande clarté, mais pourquoi ? Ce que je veux dire par là, c'est que moins qu'une question de droit, c'est une question de politique législative ou de politique économique. C'est-à-dire que c'est pas à l'avocat de dire où il faut mettre le curseur, c'est aux politiques de dire où il faut mettre le curseur entre ces deux exigences qui sont encore une fois nécessaires l'une et l'autre. Je pense que le rôle de la plateforme, justement, c'est ça son rôle, c'est d'être l'intermédiaire. Justement, quelque part, on désintermédie, mais on intermédie aussi, hein. C'est d'organiser la relation entre l'entrepreneur et les investisseurs et de faire en sorte qu'il y ait un respect des investisseurs par l'entrepreneur, quoi. Donc ça, c'est notre rôle, c'est la transparence, c'est la transmission de l'information, c'est la sélection en amont. Pour moi, tout ça, c'est le rôle de la plateforme, et faire en sorte que l'investisseur soit le mieux protégé possible. Le pacte d'actionnaires, je dirais, c'est un peu du capital risque, mais Web 2.0, quoi. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a les mêmes critères de sélection, on a le même accompagnement et la nécessité d'accompagner les entrepreneurs, sinon les 500 000 euros, ils disparaissent dans les 6 mois. Le même accompagnement au niveau de la sortie. Sur le point de la relation entre entrepreneurs et investisseurs, moi, il y a un point très intéressant que Anne vient d'évoquer. C'est la manière dont les plateformes vont jouer un rôle certain dans l'intermédiation, en fait, entre la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur. Et au final, il y a une véritable complémentarité entre le crowdfunding et le capital risque. Et il y a un phénomène qui est très intéressant qui est en train d'apparaître aux États-Unis. J'en reviens tout juste de 3 semaines à Palo Alto. Vous avez les plus grands capitaux risqueurs qui se tournent vers le crowdfunding, et dont un qui est très connu, qui s'appelle Brad Fell, qui est le fondateur de The Foundry Group, qui est un VC extrêmement renommé, et qui vient tout juste de lancer sur la plateforme AngelList une syndication pour syndiquer autour de lui des particuliers pour investir dans des sociétés. Donc ce qu'on voit bien, c'est qu'au final, ce modèle de crowdfunding, on va avoir aussi des particuliers qui vont devenir quelque part des leaders d'opinion et qui vont aussi guider les foules dans la sélection, enfin dans le choix de l'investissement.